14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On va parler de notre santé. Alors c'est vrai, elle dépend évidemment de notre génétique, mais elle dépend aussi et sans doute peut-être plus de notre hygiène de vie. Alors on parle beaucoup ces derniers temps de l'importance de notre alimentation, de notre sommeil, de notre capacité à faire du sport. Et puis on oublie, ou en tout cas on n'en parle pratiquement pas, de quelque chose qui est essentiel pour notre santé, notre capacité à bien ressentir ce que dit notre monde intérieur. Et c'est Catherine Emlé-Périssol qui est avec nous, qui est médecin, et qui va nous expliquer pourquoi il est si important de comprendre ses émotions pour rester en bonne santé. On verra également l'importance de ne pas laisser s'envahir par le stress, parce que c'est un stress qui va tout doucement nous empoisonner, et d'ailleurs il y a un autre poison qui est très répandu et dont on parle peu, c'est la culpabilité, parce que c'est aussi un ressenti qui va nous ronger de l'intérieur. Bref, si on ne comprend pas tout ça, si on n'élabore pas ce que l'on traverse, ce que l'on ressent, eh bien notre système immunitaire s'use et notre santé évidemment s'en trouve impactée. Alors on sait bien que lorsqu'on est fatigué, on va plus facilement attraper un rhume, mais si on rumine des rancœurs, si on se laisse habiter par la colère, c'est peut-être pareil. On va tout de suite comprendre avec Catherine Emlé-Périssol tout ça. Mais si vous avez envie de témoigner, de poser des questions, vous nous appelez au 0826 300 300. Catherine Emlé-Périssol, merci d'être avec nous. Avec joie. Vous êtes médecin, c'est important de le rappeler, parce que vous connaissez quand même bien tout ce qui est de l'ordre du médical. Mais vous êtes également un psychothérapeute et vous avez beaucoup travaillé notamment sur les émotions. Oui. Vous avez écrit des livres formidables sur les émotions, notamment la Bible de nos émotions, qui est un de mes livres de chevet. Et vous avez donc compris que nos émotions avaient un impact essentiel sur notre santé. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est vraiment un point essentiel. Ce qui m'a fait aller du côté de l'écoute thérapeutique, c'est précisément la conscience. Quand j'étais médecin généraliste, puis dans la médecine dite naturelle, c'est combien ce qui était à l'origine de la souffrance physique des personnes trouvait ses racines dans le système émotionnel. Alors, habituellement, on parle du stress, mais au-delà du stress, ce sont toutes les manifestations de type inquiétude, angoisse, projection, attente, et qui ne sont pas considérées comme des facteurs qui viennent effectivement altérer l'équilibre. Il faut voir quand même qu'un corps humain qui est composé c'est le corps et l'esprit, ce sont deux, c'est absolument pas séparé, c'est un tout. Oui, on parle toujours de la somatique, mais l'inverse ça marche aussi. L'inverse marche aussi, et le corps influence l'esprit, qui influence le corps. Donc ça, c'est un tout qui est tout à fait cohérent. Eh bien, cette cohérence, elle porte un nom, alors un nom un petit peu barbare, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le mot homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre. Et il y a un certain nombre d'ouvrages, notamment ceux d'Antonio Damasio, qui est un chercheur en neurologie, et qui a écrit des livres mettant en valeur combien cette notion d'homéostasie, elle est à la racine même de ce qu'on appelle traditionnellement une personne équilibrée ou pas très équilibrée, etc. Donc cet équilibre... Ça veut dire que notre corps et notre esprit recherchent sans cesse un équilibre, l'homéostasie. Mais sans cesse, nuit et jour. Oui, absolument. Donc c'est tout au long de la vie. Donc cette connaissance-là, le fait de se rapporter à comment je m'y prends pour rester en équilibre est fondamental. Qu'est-ce que j'investis? Quelle est la nature de mes pensées? Quelle est la nature de mes aliments? Qu'est-ce que je me donne pour rester en équilibre ou pour retrouver mon équilibre? Ces facteurs-là, ils sont incontournables. Et malheureusement, il y a très peu d'éducation sur le sujet. Autant les médecins sont habitués, et notamment, moi je suis un peu de la vieille génération. Je dis un peu quand même. Mais il y a aujourd'hui, la médecine, elle se charge de la
qualité des traitements et du caractère novateur de nombre de traitements. Et c'est déjà formidable, surtout dans la situation d'urgence. Mais ce qui n'est pas appris, ce qui n'est pas transmis, pas même d'ailleurs aux médecins, c'est ce fameux équilibre, c'est-à-dire comment est-ce que la personne se donne elle-même les moyens de son équilibre. Et c'est essentiel à comprendre, parce que dès qu'il y a un problème de santé, c'est qu'il y a des équilibres. Oui. Donc s'il y a des équilibres, c'est parfois plus intéressant d'aller chercher pourquoi il y a des équilibres que forcément donner des médicaments qui vont en apparence redonner l'équilibre, mais qui finalement, s'il y a toujours un problème émotionnel pas réglé, eh bien le déséquilibre va ça va reperturber l'équilibre, etc., etc. C'est ça. En plus, les médicaments, c'est normal, des effets secondaires, bien sûr. Et donc c'est pas exempt de problèmes en plus. Donc il y a cette habitude qui est prise, parce que les médicaments ont un effet un peu magique, entre guillemets. Et rapide. Et puis on n'a pas à se remettre en question. C'est ça, on ne va pas se remettre en question, on ne va pas changer son mode de vie, on ne va pas changer ses habitudes comportementales. Or, c'est dans cet espace-là qu'il est important de rechercher et de porter attention. Et ce que vous disiez tout à l'heure est fondamental, c'est-à-dire le système émotionnel et le système immunitaire, comme le système hormonal, ce sont les trois piliers dans un cerveau tout à fait normal. Ça s'équilibre. Il y a un équilibre hormonal, un équilibre immunitaire, un équilibre émotionnel. Merci. Et donc, c'est de ces trois-là. Donc, nous prenons de quoi nous booster en vitamines et autres pour avoir une meilleure immunité, etc. Mais nous oublions combien nous pouvons être acteurs de notre équilibre émotionnel, à condition de mieux comprendre. Alors ça, c'est mon bonheur à moi dans la recherche, d'avoir, grâce à des études, et notamment grâce à un très grand bonhomme qui s'appelait Henri Laborie, qui a affirmé, et ça a été un véritable choc pour moi d'entendre, que nos comportements sont biologiques. C'est-à-dire que la racine de nos comportements est à chercher dans l'équilibre physiologique et biologique du vivant. Et ça change complètement le regard que nous pouvons avoir vis-à-vis de nos propres émotions. C'est-à-dire, nous ne sommes pas émus pour rien. Les émotions, eh bien, ce sont plutôt des solutions que des problèmes. Et nous pouvons écouter le bien fondé et la valeur. Alors, même Damasio parle de valeur biologique, la valeur de nos comportements et la valeur de nos ressentis. Et quand nous les découvrons, eh bien, j'ai envie de dire, le monde s'ouvre. Et c'est extrêmement important. Moi, je le vois auprès d'enfants. Alors pas les tout petits, mais les enfants de 8, 10 ans qui commencent à comprendre un peu comment fonctionnent les choses. Quand je leur raconte comment ça marche et à quoi ça sert, il y a quelque chose qui s'illumine. Je dis, d'accord, j'ai compris pourquoi j'ai peur. Ben c'est fou ça. Donc c'est dommage d'ailleurs qu'on en soit toujours à ne pas expliquer plus aux parents à quel point il est important de comprendre et de respecter les émotions des enfants, parce que finalement 80% des adultes qui ont du mal avec leurs émotions, c'est des adultes qui n'ont pas été respectés dans leurs émotions enfants. Absolument. En fait, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Enfin, c'est aussi simple, c'est aussi compliqué que ça. Ça mériterait d'être effectivement raconté sous des formes accessibles, mais ça mérite. Mais c'est pour ça que je ne comprends toujours pas pourquoi on ne cesse de parler d'éducation à la sexualité à l'école, mais si on pouvait déjà commencer par une éducation à l'affectif, par exemple, au relationnel. Enfin, c'est ça l'essentiel. Tout à fait. C'est pas la sexualité, ça viendra forcément bien si les deux êtres sont à l'aise avec leurs émotions, sont fondés déjà sur ses racines. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai le souvenir d'un petit garçon de 11 ans qui m'avait dit, qui était absolument pas en entretien thérapeutique, mais qui était dans ma sphère familiale, et qui m'a dit, d'accord, j'ai compris. En fait, j'ai pas peur de ma maîtresse. Ça n'a rien à voir avec ma maîtresse. C'est moi qui voudrais qu'elle soit plus gentille que ce qu'elle est. Et donc, plus je la veux gentille, plus j'ai peur. Il avait tout compris. Formidable, oui. C'est ce petit bonhomme, et vous parliez tout à l'heure de culpabilité, et un enfant, était encore un peu plus jeune celui-là, et qui disait, surtout, ma grand-mère me dit toujours que je suis pas coupable du divorce de mes parents, mais moi, je veux rester coupable. Et donc, du coup, elle me dit, il faut absolument que tu discutes avec lui, ça va pas, il est coupable. Et donc, j'écoute ce petit bonhomme, et je l'écoute vraiment, et donc j'écoute sa culpabilité. Je lui dis, mais c'est important pour toi de rester coupable. Et très simplement, il me dit, tant que je suis coupable, je peux faire quelque chose.
Ben bien sûr, et on le sait d'ailleurs, la culpabilité permet de se donner un rôle. Sinon c'est absurde, quoi. Sinon c'est absurde, et l'histoire le dépassait, ce petit bonhomme, et donc tant qu'il sentait une culpabilité dans le divorce de ses parents, il s'imaginait pouvoir faire quelque chose, et pour lui c'était une façon de contribuer à son équilibre. Un peu coûteux. Certes, mais c'était sa façon. Mais l'important, c'est l'équilibre. Et de toute façon, on recherche tout le temps, qui qu'on soit, on recherche toujours cette homéostasie. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et donc, forcément, s'il y a quelque chose qui est un petit peu, qui va pas bien, on peut pas être bien, puisque il y a un pilier qui manque, si je puis dire. Il y a un pilier qui manque, et le système s'emballe, parce que le système nerveux, ça peut s'emballer, et créer effectivement une charge mentale toute fixée, on va dire, sur une solution. Enfin, j'ai lu dans le dernier livre de Michel Odoul, je ne sais plus le nom du médecin, mais c'est un médecin qui va jusqu'à dire que pratiquement 80% des cancers sont dus à des problèmes autres que forcément, soi-disant, la pollution ou je ne sais quoi. Enfin, c'est ça. C'est-à-dire on n'a pas encore réalisé combien ce rapport à notre être vivant, parce que l'émotion traduit comment nous sommes en équilibre dans notre vivant, dans notre vivacité, notre vitalité. Tant qu'on ne l'a pas compris, on continue de fonctionner sur des schémas dans lesquels c'est l'autre, la cause extérieure, la pollution ou autre, qui est à l'origine de notre maladie. Il y a la célèbre phrase de Lacan qui disait « la maladie, c'est du mal à dire ». Bah oui, on en est toujours là. Non, parce qu'ici, on en parle souvent. Et si vous avez envie de poser des questions pour mieux comprendre, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Catherine Emlé-Périssol pourra vous aider. Et puis, dans un instant, c'est Aurore, justement, qui a envie de réagir et qui a vraiment du mal avec ses émotions et surtout avec les émotions de l'autre. Elle nous raconte dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Catherine Emlé-Périssol est avec nous, médecin, psychothérapeute, homéopathe aussi. Je sais que l'homéopathie, beaucoup de gens n'y croient pas. Hein, et puis bon, pour certaines personnes ça marche, pour d'autres ça marche pas. De toute façon, l'homéopathie, c'est pas un médicament, c'est une information qu'on donne au système immunitaire pour qu'il apprenne à se défendre. Hein, si je me souviens bien. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas un médicament qui agit contre un symptôme. Ça vient mobiliser le terrain dans un processus d'auto-guérison, parce que le corps sait très bien s'auto-guérir, condition qu'on lui accorde de certaines et parfois il a besoin d'un message plus clair qu'envoie l'homéopathie, enfin en tout cas voilà. Et c'est vrai que sur les personnes qui ont un très bon système immunitaire, généralement ça marche moins bien que sur c'est vrai aussi, évidemment. Aurore, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Catherine Emlé-Périssol. Bonjour. Excusez-moi. C'est pas grave, appelez-la Catherine, ça ira très bien. D'accord. Écoutez, je suis ravie de participer à votre émission. Je suis déjà très à l'écoute de tout ce que vous dites de façon quotidienne. Mais là, vous m'avez profondément touchée par vos propos et je me dis à quel point on n'est pas toujours entendu par nos médecins. C'est un vrai sujet, c'est un vrai souci. Et moi, je vois l'homéopathie. Ils sont pas formés, hein, les médecins. Non. Donc, enfin, certains sont évidemment pleins d'empathie, etc. Mais il y a des médecins qui sont assez opérationnels, quoi. Et c'est aussi une manière parfois de se protéger, hein, des émotions du patient. Hein. Tout à fait. Oui, certainement, mais du coup, on n'est quand même vraiment pas bien avec quand on est en demande de quelque chose. Il y a une fermeture en face de soi. Sur le plan médical, hein, je parle. Je ne sais pas si c'est une fermeture, c'est vraiment un non-savoir. Hein. Oui, aussi. Oui. Écouter, en tant que thérapeute, j'ai vraiment réalisé combien l'écoute est quelque chose qui est à développer, qui se cultive, aussi bien chez les parents que chez les médecins, autrement dit chez tous les soignants, tous ceux qui soignent, qui prennent soin. Et il y a très très peu, ou pour ainsi dire pas, d'apprentissage de l'écoute qui pourrait s'acquérir dans le cadre de l'école.
Je dirais presque que certains métiers, comme les policiers par exemple, sont plus psychologues que les médecins. Peut-être parce qu'on leur ment tellement qu'ils ont appris. Mais je vous rejoins, Brigitte, ça, quand même. C'est vrai que... Mais ça fait défaut quand même, par contre, pour nous en tant que personnes soignées. Voilà. Il y a des thérapeutes pour vous écouter, Aurore. Il y a des thérapeutes et il y a aussi la vulnérabilité lorsqu'on est un patient. Nous sommes d'autant plus à l'affût que notre parole soit écoutée, prise en considération. Non pas pour immédiatement sortir le remède qu'il faut, mais juste écouter, qu'il y ait une attention portée à ce que nous disons de nous dans ce moment de vulnérabilité. C'est très important. Oui, je vous comprends complètement. Je comprends complètement ce que vous dites. Et voilà, pour revenir un peu plus sur le sujet, pardon pour cette parenthèse, c'est que moi justement enfant, j'ai d'une génération aussi où on n'écoutait pas les enfants, mais particulièrement moi dans ma famille, il n'y avait pas le droit à la parole, pas le droit à nos ressentis, ce que j'avais envie de faire, on s'en fichait royalement, il fallait faire absolument ce qu'on nous disait et pas ce qu'on ressentait. Et moi j'ai grandi avec ça, ça a été compliqué, j'ai travaillé depuis un certain nombre d'années justement sur moi et j'ai un thérapeute qui m'y aide beaucoup d'ailleurs. Mais par contre, je me rends compte à quel point je suis encore bloquée. Alors, je pense que j'écoute mes émotions et je les ressens. Je pense savoir les nommer. Justement, je suis assez réactive sur moi-même. Par contre, là où je dois encore certainement bien travailler, et sur la personne en face de moi. Alors là, je sors du cadre thérapeutique, je parle du cadre amical ou potentiellement amoureux, ou voilà. Ça, je trouve que c'est difficile. Vous avez du mal à bien interpréter ce que ressent l'autre, c'est ça ? Oui. Je pense, moi, à vous écouter, ça me paraît évident. Je pense que vous manquez encore de suffisamment de stabilité intérieure. J'aime bien l'image d'être aligné. Je pense que pour l'instant, vous êtes encore un peu ballotté à droite à gauche, et donc les émotions des autres vous perturbe beaucoup. Vous savez, on parle beaucoup d'empathie. L'empathie, c'est de pouvoir reconnaître l'émotion de l'autre, la recevoir, mais sans qu'elle ne nous mette justement en difficulté ou qu'elle nous bouleverse trop. Et je pense que pour l'instant, vous êtes un peu éponge, c'est-à-dire que vous prenez les émotions des autres qui vous bouleversent et qui du coup provoquent chez vous des émotions qui sont parfois désagréables. Et donc vous n'arrivez pas à être suffisamment apte à interpréter, vous voyez. Donc il faut continuer à travailler sur vous, sur votre stabilité émotionnelle. Et il y a moi j'aime beaucoup quand Brigitte donne une définition de l'empathie qui ne se limite pas à être attentionné aux émotions de l'autre, mais de vivre effectivement cette attention et en plus de rester fidèle à soi dans l'effet que ça nous fait et dans notre propre alignement. Donc l'empathie, il s'agit pas d'être c'est pas de l'empathie quand on est je ressens ce que tu sens, ou c'est autre chose. Il y a justement cet effet de porosité. Et il me semble que aussi dans ce que vous dites, c'est que le travail thérapeutique inévitablement commence par la prise en considération justement des ressentis de la personne, d'apprendre à nommer, d'apprendre à éprouver, de décoder les situations qui peuvent favoriser un certain nombre de réactivités. Mais ça, c'est une partie, et simplement. C'est-à-dire que le travail thérapeutique, c'est aussi de révéler la richesse, la puissance, l'énergie, la beauté de la personne. Et très souvent, j'ai envie de dire malheureusement, le travail, ce qu'on appelle volontiers le travail de développement personnel, se centre sur la souffrance, la difficulté, en mettant de côté finalement ce qui a du sens et ce qui a de la valeur dans la façon dont la personne réagit. Quelqu'un qui... Moi, quand j'étais jeune, toute petite, ma grand-mère me qualifiait de roquet.
J'ai du mal à croire. Si, c'était un roquet. Et donc le roquet, j'avais 2 sœurs qui étaient plus grandes que moi, et donc je sais qui avait évidemment cette autorité naturelle parce qu'elle était plus grande. Et la façon dont moi je m'exprimais quand il s'agissait de parler de moi, c'était sur un mode défensif. Et j'ai mis du temps à m'accorder ces moments de passage sur un mode roquet, et je sais que même à la fac de médecine, je pouvais hausser le ton, etc., quand j'estimais que j'étais pas écoutée à ma juste valeur. Et j'ai mis du temps à donner de la valeur à cette façon de me défendre. Parce qu'en fait, l'émotion, c'est toujours un système défensif. C'est ça qu'on ne connaît pas bien. Mais le système défensif, il a vocation à nous rappeler à nous-mêmes la valeur de qui nous sommes. Et que moins nous nous accordons et moins nous reconnaissons cette valeur intrinsèque de qui nous sommes, plus nous réagissons, et du coup, plus nous jugeons notre réactivité. Voilà. Donc c'est important de reconnaître que, encore une fois, l'émotion a vocation à ce que nous apprenions, à ce que nous nous accordions à nous-mêmes la valeur de qui nous sommes. Il y a du travail sur soi en fait au départ. Mais toujours, vous savez, on n'a jamais fini, Aurore. Mais déjà, si vous savez reconnaître vos émotions, on va rappeler les 4 émotions principales, la colère, la peur, la joie et la tristesse. Si déjà vous savez reconnaître vos émotions et qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement, qu'est-ce qui les déclenche, vous avez déjà fait un bon boulot, Bien sûr, ce sont les premiers pas essentiels. Oui. Après, il faut que je puisse plus m'ouvrir aux autres et... Je pense pas dans votre cas que ce soit vous ouvrir aux autres. Je pense que vous êtes encore peut-être en train d'attendre que les autres vous comprennent. Et comme vous êtes dans cette attente et cette impression que on ne vous comprend pas, vous interprétez de travers ce qui se passe en face, je pense. Oui, c'est juste. Et quand vous analysez bien, c'est-à-dire, tant qu'on est très, très, très encore dans le besoin de recevoir quelque chose des autres parce qu'on n'a pas complètement nettoyé nos blessures, qu'on nettoie complètement jamais, mais comme à un moment donné on arrive à cicatriser. Je pense vous l'avez commencé comme ça votre témoignage, que vous n'avez jamais été écouté, donc on sent bien à quel point c'est encore essentiel pour vous. Puisque c'est comme ça que vous commencez votre témoignage, voyez. Donc nous, on ne fait que vous écouter, mais on vous a entendu. Et c'est ça qu'il faut que n'attendez pas des autres ce doit venir de vous. C'est-à-dire c'est vous qui devez absolument vous écouter à chaque instant pour bien comprendre ce qui vous émeut. Écoutez, je vais garder précieusement et réécouter en podcast d'ailleurs. Mais oui, vos conseils sont pertinents et m'ont touché au fond. Oui, et là je sens que vous êtes touché parce que votre voix est plus émue, voyez. Donc c'est vrai. Et si vous avez quelqu'un, un amoureux dans votre vie de temps en temps. Et non, malheureusement. Bon, en tout cas, quand vous en aurez un, de temps en temps, un conseil très très simple que je donne. On peut fermer les yeux de temps en temps pour écouter. On entend mieux. Ah oui, d'accord. Oui. Je réécouterai et j'imprimerai dans ma tête. Merci beaucoup. Et dans votre cœur. Merci Aurore en tout cas. Dans un instant, le Love Conseil, les questions à poser à une femme. Et puis nous aurons Yann également qui a envie de parler de ses émotions. Il est plutôt dans la maîtrise. La maîtrise des émotions, qu'est-ce que ça veut dire ? On va le savoir dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Tous les jours, Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
Catherine Emlé-Périssol est avec nous, médecin et psychothérapeute, et on parle notamment des émotions. Je vais vous faire un love conseil sur les questions à poser à une femme, parce que les hommes considèrent, pas forcément à tort d'ailleurs, que les femmes sont compliquées. Alors elles sont pas compliquées, elles ont juste beaucoup d'émotions, parfois contradictoires. Alors si vous avez envie de faire durer votre couple, c'est simple, il suffit de penser à poser régulièrement quelques questions essentielles à votre femme. Alors bien sûr, pas une fois pour toutes en cascade, mais de temps en temps. Et voilà ce qu'il faut demander régulièrement aux femmes. Vous me direz, Catherine, si vous êtes d'accord. Alors je les cite par ordre d'importance. Première question, vous pouvez poser très régulièrement aux femmes. Qu'est-ce qui te préoccupe? Alors c'est... Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu aimerais? Alors ça signifie plutôt de quoi tu as besoin, mais attention, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Elle peut avoir envie de passer du temps avec vous, elle peut avoir envie d'aller en un endroit particulier. Ensuite, qu'est-ce qui te gêne? Ou plutôt, qu'est-ce qui t'a déçu? Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'elle a envie de vous reprocher. Si elle peut le formuler, vous risquez moins de laisser les choses se terminer en rancœur. Et enfin, dernière question, as-tu confiance en nous, et sinon, qu'est-ce qui te manque pour avoir confiance, et peut-être même, as-tu confiance en moi, parce que la femme, dans une relation, elle a énormément besoin de sentir que la relation la met en confiance. Voilà, donc c'est pas grand-chose, c'est quelques questions. Mais je vous assure que si vous les avez appris et que vous les posez régulièrement, ça lèvera bien des lièvres. Ah oui, moi je goûte chaque formulation et combien c'est important. Je rebondis juste sur une femme est compliquée. Moi j'aime bien dire qu'elle est complexe. Oui, bien sûr. Je pense que pour un homme d'entendre qu'une femme est porteuse effectivement de complexité, c'est une richesse. Donc allons explorer cette richesse et de pointer effectivement l'importance de as-tu confiance en nous? Il y a quelque chose dans le nous qui est évidemment comment on s'écoute, comment on se parle, est-ce qu'on s'accorde du temps ensemble, et que l'écoute est absolument fondateur du couple, l'écoute de l'un et de l'autre. Mais aller un peu à la pêche, au ressenti, aux attentes, aux déceptions. Mais oui, parce que c'est vraiment essentiel. Ce qu'on oublie, alors Catherine, vous êtes un peu comme moi, vous êtes assez yang, vous êtes une femme qui agit, qui est active, etc. Mais plus les femmes sont yin, donc plus elles manquent de yang, elles n'ont pas cette capacité qu'ont les hommes, parce qu'on voit bien les hommes quand ils sont un peu débordés par des émotions, etc. Ils vont agir, ils vont faire quelque chose. Oui. Et donc l'énergie va circuler et ça va évacuer, si je puis dire, ce trop plein d'émotions. La femme n'a pas la femme qui est très yin, n'a pas cette capacité-là. Donc si on l'aide pas à évacuer ce trop plein d'émotions par ces questions-là que je viens de poser, eh bien ça tourne en boucle et puis ça fait des dégâts, et ça fait des dégâts dans le couple. Ça fait des dégâts dans le couple, d'autant plus qu'elle attend d'une certaine manière. Alors même si elle ne sait pas que ce qu'elle attend, ce sont ces questions qui vont lui permettre effectivement de s'exprimer. Elle est en attente de quelque chose qui va participer justement à cette confiance, à ce nous, à au-delà de la préoccupation, parce que ce qu'on évoquait au début de l'émission, c'est-à-dire qu'une préoccupation, c'est pas un problème, c'est même quelque chose de très intelligent qui évoque le fait que nous aspirons à quelque chose de meilleur. Et donc, c'est formidable de pouvoir en parler, de pas se limiter à la préoccupation, mais d'inventer, du coup, à deux, comment est-ce qu'on peut répondre à la situation. Oui, parce qu'une femme, parfois, elle n'est pas tout à fait bien, elle chercherait autre chose, mais elle ne sait pas trop quoi. Alors, et c'est pour ça que lui poser la question « qu'est-ce que tu aimerais ?» c'est l'aider à formuler ce qui lui manque, mais qu'elle ne sait pas trop. Sinon, elle continue à tourner en boucle. Voilà. Et une petite alerte vis-à-vis des réponses potentielles des femmes, c'est qu'elles ne se contentent pas de « qu'est-ce que tu aimerais ?» que les réponses ne soient pas orientées vers ce que leur compagnon pourrait faire, ce qu'elles aimeraient qu'il fasse, mais qu'elles donnent à entendre ce qu'elles aimeraient recevoir.
Bien sûr. C'est évidemment pas du tout la même chose. Évidemment. Alors, c'est le moment de jouer sur Sud Radio avec la marque Lelo qui vous propose aujourd'hui de gagner un stimulateur et masturbateur F2S qui se connecte à l'application Lelo et qui est donc un jouet pour les hommes grâce à sa conception en silicone liquide ouverte. Si vous avez envie de le gagner, vous envoyez par SMS Brigitte au 7 20 18 et l'un d'entre vous sera tiré au sort en fin d'émission. Yann, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Catherine. Bonjour. Alors, le sujet de l'émission, je le trouve assez intéressant, et alors c'est d'autant plus dur, je crois, pour quelqu'un qui, par exemple, comme beaucoup d'hommes, est très très cartésien. Oui, bien sûr. On a souvent ce petit réflexe, c'est que l'empathie, on peut même pas savoir ce que c'est. C'est compliqué pour un homme de savoir être empathique. Moi, je vis avec une compagne qui me reproche souvent mon manque d'empathie. Et c'est pas faute de demander quels sont ses désirs et quelles sont ses envies. Mais nous ne sommes pas fait pareil. Et je crois qu'il faut avoir à l'esprit que justement, notre différence, c'est notre richesse. Mais est-ce que quand votre compagne vous parle, quand elle parle de sa journée, de je sais pas, de choses, est-ce que vous l'écoutez? Ou est-ce que vous l'interrompez pour lui donner des solutions? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça vous gonfle un peu parce que ça tourne un peu en rond? Parce que si elle vous reproche de ne pas être empathique, il y a certainement quelque chose de cet ordre-là, vous voyez? Oui, sur les sujets roboratifs, bien sûr, on va moins écouter. Mais je dirais que sur le quotidien, on écoute. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi l'évolution qu'il y a eu avec l'âge. C'est-à-dire que j'écoutais pas du tout de la même manière à 30 ou 40 ans que je n'écoute aujourd'hui à 60 ou 65. C'est pas du tout le même regard, c'est pas la même écoute, c'est pas le même ressenti. Parce que il y a de la vie derrière tout ça, et justement on apprend petit à petit, mais on n'en devient pas plus empathique. Je pense qu'aujourd'hui, si je veux être honnête avec moi-même, l'empathie est un mystère pour moi. Parce que Mais c'est quoi pour vous l'empathie? Alors c'est un mystère, d'accord, mais comment vous le définiriez l'empathie, vous? L'empathie, c'est d'essayer de ressentir ce que ressent l'autre et de pouvoir combler éventuellement les manques qu'il ressent. Et c'est vrai que moi. Mais non, c'est pas la définition de l'empathie, Yann. Je vais laisser Catherine reprendre. Allez-y, ça m'intéresse. Je suis très touchée par cet effort que vous évoquez, qui est essayer de sentir ce que l'autre sent. C'est inaccessible. Voilà, je préfère le dire de façon très simple. C'est nous ne pouvons pas sentir ce que l'autre sent. Nous pouvons recevoir des informations à travers, je sais pas, des yeux un peu larmoyants, à travers une voix, à travers un visage, à travers des manifestations et des signes qui disent quelque chose de l'état intérieur de votre compagne. Mais vous-même, vous ne pouvez que être en écho face à ses larmes ou face à sa fatigue ou des choses comme ça. Donc, vous ressentez, vous, ce que vous ressentez, et elle ressent ce qu'elle ressent. Et l'empathie, c'est de pouvoir porter attention déjà à ce que la personne ressent et ce qu'elle dit. Et quand vous êtes dans la deuxième partie, et donc non seulement ça y est, j'ai l'info de ce qu'elle ressent, puis je vais tenter de combler, et donc ce que disait Brigitte tout à l'heure, c'est-à-dire de trouver la solution qui fait que son malaise disparaîtra. Peut-être que de façon plus simple, vous pouvez entendre que en écoutant de façon attentionnée ce que votre compagne dit d'elle, vous allez l'aider à trouver, ou trouver ensemble, mais avec elle, mais vous-même n'allez pas combler quoi que ce soit. Alors je suis d'accord, mais il y a une chose qui est intéressante dans ce que vous dites, c'est que quand on a déjà les signes physiques d'un mal-être, oui. On peut avoir à un moment en face un sentiment de culpabilité, parce que ça veut dire qu'on n'a pas reçu les messages. Mais pas du tout, Yann. Pourquoi vous seriez coupable de ce qu'elle ressent?
Enfin, sauf si vous lui avez... Parce qu'on a envie de faire plaisir. Ah oui, Donc mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose, là. L'envie de faire plaisir est tout à fait naturelle et heureuse au sein d'un couple. Non, mais Yann, c'est pas le sujet. Prenons un exemple. Si votre femme est triste parce que au travail, elle n'a pas eu la promotion qu'elle attendait, ou si une amie lui a fait une crasse, vous n'y êtes strictement pour rien. Et vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable. Oui. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de l'écouter avec gentillesse, et là, vous serez dans l'empathie, tout simplement. C'est ça l'empathie, ça suffit. Vous voyez ? Et vous n'avez même pas. Et vous n'avez même pas à être triste. Vous n'avez même pas à être triste, si ce n'est pour elle. Oui, mais alors ça veut dire que vous pouvez considérer que l'empathie d'être empathique, c'est pas forcément donner des réponses. Eh ben c'est ça. C'est-à-dire que l'empathie, j'allais dire la richesse, la beauté de l'empathie, c'est d'être dans cette attention, dans cet accueil, on peut dire même un accueil inconditionnel, voilà, la personne que j'aime est malheureuse ou inquiète ou triste, et donc je suis là en face d'elle, à côté d'elle, je reçois pleinement, parce que je l'écoute, ce qu'elle vit, et par amour, je peux éventuellement poser des questions, lui demander ce que vous pouvez faire pour elle, de quoi elle aurait besoin. Ça, oui. Mais l'idée selon laquelle vous auriez à trouver des solutions pour qu'elle soit plus, je sais pas quoi, ou moi je ne sais quoi, c'est pas de l'empathie. C'est exactement ce que disait Brigitte, c'est-à-dire cette tentation tellement fréquente dans un couple où l'un des deux, c'est pas toujours l'homme, mais l'un des deux, plutôt que d'écouter, se met en recherche de solutions qui fait que du coup il n'écoute plus. Alors, je suis d'accord sur ce que vous dites, mais par exemple, lorsqu'on exprime une demande qui me semble être empathique, c'est-à-dire de dire, voilà, de quoi as-tu envie? Quels sont tes désirs? C'est pas de l'empathie, oui, c'est une question qui prouve que vous vous intéressez à elle, très bien. Et alors? Et alors? Et alors, ça reste une femme, et c'est très complexe. Parce qu'on a de la peine à décoder en face. Oui, j'entends bien que votre compagne est particulièrement complexe, pour ne pas dire compliquée, puisque c'était le débat que nous avons eu à l'instant avec Catherine. Elle est particulièrement complexe, et c'est pour ça que vous avez l'impression que vous êtes coupable, mais non, vous n'êtes pas coupable. Si, vous êtes coupable d'avoir choisi une femme très complexe. Mais on a ce qu'on mérite et on choisit souvent son contraire. Oui, peut-être, mais si elle est toujours avec vous au bout de tant d'années, c'est que quelque part vous devez quand même être un bon mari. Je sais pas, mais je pense que le couple est intéressant. Je pense que le couple est intéressant et que la richesse des deux va permettre justement la durée. Mais sincèrement, libérez-vous un peu de ce sentiment de ne pas faire ce qu'il faut, parce que finalement, elle vous manipule un petit peu, là, j'ai l'impression. Et puis, pour avoir accompagné dans un cadre professionnel des couples, et pour leur avoir demandé de faire l'expérience, certes je suis présente, de faire l'expérience d'une écoute mutuelle qui va jusqu'à l'un des deux parle et l'autre écoute, puis doit dire ce qu'il a entendu. C'est un petit exercice, Oui, c'est la compréhension, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc, dans cette compréhension, c'est celui qui dit, voilà ce que j'ai entendu de ce que tu as dit, juste répète à peu près de la même façon ce qu'il a entendu. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de culpabilité. Et ce qui est toujours très touchant pour moi, c'est d'entendre et de voir les visages de l'un et de l'autre tout d'un coup éclairés, disant mais finalement c'est très compliqué d'écouter, mais c'est formidable. Mais oui. Donc voilà, c'est tout. C'est beaucoup plus simple, rassurez-vous, et je pense que vous faites ce qu'il faut, Yann. Merci en tout cas de cet échange. On va continuer dans un instant avec Laura qui a envie de parler de ses émotions négatives, justement. Tiens, encore un vrai sujet.
Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Catherine Emlé-Périssol, médecin et psychothérapeute. Et justement, on fait le lien entre le corps et l'esprit, entre nos émotions et notre santé, de manière à ce qu'on soit bien dans notre vie. Laura, merci d'être avec nous. Vous avez des émotions négatives? Bonjour Catherine et bonjour Brigitte. Bonjour. Alors oui, ça m'intéressait de prendre un peu la parole parce que Je vous en prie. je suis quelqu'un qui sait très bien accueillir l'émotion qui tourne autour du positif, la joie, un sourire, des pétales qui tombent. Mais par contre, quand ça commence à être des émotions négatives, c'est une espèce de sac rempli de choses et qui, j'ai l'impression, il suffit d'un détonateur pour tout faire exploser à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai dans mon corps des choses que je j'arrive même pas à déterminer, tellement ça fait une fusion. J'ai l'impression que vous parlez de la colère, là, il me semble. Je sais pas. Ça boue, c'est ça? J'ai chaud, j'ai mal au ventre, j'arrive plus à parler, j'ai les yeux qui larmoient, j'ai envie de crier, mais en même temps j'ai la nausée. Et là, je sais que la température est en train de monter et j'ai du mal, je sais même pas comment faire pour stopper l'espèce de truc qui est en train de Merci de votre témoignage, Laura, parce que là, vous voyez, votre corps manifeste très clairement des émotions et maintenant il va falloir arriver à les décoder pour pouvoir les exprimer, justement, pour éviter que votre corps en prenne lourd, comme on dit. Oui, prenne cher. Ce que vous manifestez, le côté mal au ventre, le côté chaleur, le côté envie de parler, puis ça sort pas, etc. Ça va plus du côté de la peur, tout simplement. Hein. Et je dis tout simplement parce que la peur fait partie des symptômes avec beaucoup de manifestations physiques. Les gens qui rougissent, le cœur qui palpite, les jambes qui flageolent, envie de fuir, mais on est quelquefois tétanisé, on voudrait crier, mais ça sort pas, parce que le cri, c'est plus une façon de lutter, alors que la peur, c'est une invitation à fuir. Donc, les émotions, il faut bien savoir qu'il y a une dimension biologique, là, les comportements sont biologiques. La biologie de la peur, c'est quelqu'un qui se trouve dans une situation dans lequel il y a, alors je dis comme un danger, parce qu'il n'y a pas forcément de danger au sens réel, mais que le corps et l'esprit vivent la situation comme un danger potentiel qui nécessiterait de bouger, de partir, voire de fuir. Et quand la personne ne peut pas, au sens social, au sens amoureux, fuir, eh bien, quelque chose comme ça, le corps témoigne d'une dissonance entre je suis là, je reste là, et il faudrait quand même que je bouge et que je parte. Et cette dissonance, le seul témoin, c'est la peur. Voilà, donc je ressens ça quand vous me dites ça, voilà. Et puis tout d'un coup, je ressens ça, et tout d'un coup, je me mets à hurler. Voilà. Enfin, hurler, à parler déjà de façon assez agressive, un peu agressive. Et je peux abattre la personne. Mais vraiment, je me sens d'un coup toute puissante en me disant, de toute façon, si ça va plus loin, je peux la battre par mes mots. Vous voyez, Mais on sait que par peur, on peut devenir agressif. C'est ça. C'est-à-dire que quand la fuite n'est pas possible, on est en face de la personne et ensemble dans la relation. Après la peur vient effectivement la colère, avec ses hurlements, ses accusations, envie d'humilier l'autre, de le rejeter, etc. C'est-à-dire que c'est un phénomène totalement naturel. Quand la peur est empêchée, c'est la colère et l'agressivité qui s'imposent. D'accord. Vous savez, un chien devient agressif quand il est attaché et qu'il ne peut pas fuir. C'est ça. C'est un peu ça. Mais ce qui serait intéressant, Laura, c'est comprendre
pourquoi vous ressentez cette émotion de peur aussi intense et que ça vous paralyse pour ensuite devenir agressive, parce que ça parle forcément de vous et de quelque chose qui vous a empêché de vous sentir en sécurité. J'arrive pas à identifier le moment, parce que vous voyez, moi je suis en couple depuis très très longtemps, et on affronte des situations difficiles avec les enfants, enfin la vie de tous les jours parfois, où vraiment on est soudés. Et en fait, ce qui se passe dans cette peur qui explose comme ça, c'est un truc complètement. Mais vous avez un exemple, par exemple, récent qui vous a mis dans cet état-là? Ah, complètement. Ça date d'hier, alors que ça fait des mois que tout va bien. Enfin, vous voyez. Et je demande à mon chéri, en fait, de faire un truc dans la cuisine, parce que ça me tient à cœur de quelque chose. Enfin, juste comme ça, je lui demande d'essuyer les mains, au lieu de mettre de l'eau partout, de vite s'essuyer les mains sur le torchon. Et là, au lieu de dire oui, ok, j'ai pas fait exprès, il dit oh, ça va. Voilà. Et ça a déclenché ça a déclenché instantanément, de disant, mais comme si ma petite demande de rien, en fait, était pas même pas accueillie, parce que c'est pas méchant, j'ai pas l'impression d'être une légère. Non, mais vous êtes lucide sur vous-même. C'est vrai que ce qu'il vous a dit n'était absolument pas méchant, mais ça a provoqué chez vous. Ça veut dire qu'il y a chez vous, très en amont, un sentiment de ne pas être reconnu et sécurisé à sa juste place, Laura. Ouais. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être insécure dans ma relation. Je parle pas dans votre relation. D'ailleurs, si c'était le cas, vous n'auriez pas pu tenir cette relation. Je ne parle pas dans votre relation. Je parle en vous-même. En vous-même. En vous-même, c'est-à-dire sur des... C'est votre petite fille c'est ça, des expériences qui remontent à l'enfance. À l'enfance, et donc des mémoires qui sont réveillées, réactualisées par la petite phrase banale, on peut dire, mais en même temps, c'est une petite phrase qui diminue la valeur de ce que vous dites. Donc, diminuer la valeur de ce que vous avez pu dire enfant, et probablement rester comme des traces vivaces qui se réveillent alors que tout va bien avec votre mari et que voilà, vous avez des sentiments forts l'un pour l'autre. Mais donc ça n'a rien à voir avec lui, mais il dit quand même quelque chose qui vient réveiller cette dévalorisation de votre parole. Oui, ça vient comme faire une fusion nucléaire dans mon corps. Mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de très meurtri profondément en vous, qui est de temps en temps réveillé par une phrase qui n'est pas très grave, mais qui quelque part touche un point très 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 sensible chez vous. Et pour l'identifier, je peux l'identifier, ou il faut que j'apprenne à quand ça fait en fusion en moi, à une manière de faire pour m'en échapper? Déjà, si vous comprenez ce qui vous arrive quand vous ressentez tout ça, ça va déjà être plus facile à vivre. Ça va déjà être moins intense. Et quand il vous a dit ça, si par exemple exactement la même situation se reproduisait, au moment où il vous dit ça, vous pourrez vous dire là, je ne me sens pas respectée dans mon intégrité, dans ma position d'épouse et de femme qui aimerait bien qu'il s'essuie les mains plutôt que de mettre de l'eau partout. Et vous aurez raison. Mais le fait de comprendre ce qui se passe, ça va moins prendre l'ampleur que ça prend. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Mais parce qu'en même temps, il aurait pu vous dire oui, tu as raison, excuse-moi, et puis tout se serait bien passé. L'impression d'être un dragon et c'est pas c'est pas moi. Vous voyez, comme si je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas maîtrisé par mes propres. Alors, l'émotion, c'est pas fait pour être maîtrisé. C'est fait pour vous donner un message dans la situation que vous vivez, pour vous rappeler à la valeur de ce que vous dites. Malheureusement, dans notre culture, nous avons tendance à juger ces manifestations émotionnelles, et ce que vous dites, j'ai l'impression d'être un dragon,
Non, vous n'êtes pas un dragon, vous recevez une information. Et que plus vous jugez cette information comme si vous étiez un dragon ou comme si ce que votre réactivité n'avait aucun sens et était irrationnelle, moins vous respectez cette part en vous qui, justement, aspire à être reconnue. Et donc, il va falloir apprendre à vous reconnaître déjà vis-à-vis de vous-même, Laura. Mais je crois que, encore une fois, j'ai envie de dire, réécoutez en podcast tout ce qu'on a dit et ça va vous aider. On fait une petite pause, une petite devinette, on se marie, point d'interrogation, on vit ensemble, point de suspension, on se sépare, quel point mettons là? La réponse, c'est après les infos. Sud Radio, ici on coupe. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à vous expliquer de quoi il s'agit lorsqu'on parle des émotions, du corps, de notre santé. Et on voit bien les témoignages qu'on a eus depuis 14 heures, à quel point c'est complexe, à quel point notre société, depuis toujours, pas spécialement actuellement, ne nous aide pas à comprendre nos émotions et agir en fonction de nos émotions. Et Catherine Emlé-Périssol est là justement pour vous expliquer. Je rappelle que vous avez fait un livre extraordinaire, La Bible des émotions, qui est un gros livre dans lequel vraiment tout y est, aussi bien les manifestations de nos émotions dans le corps, etc. et comment on peut gérer tout ça. Alors d'abord, je vais avoir ma petite réponse à ma devinette. On se marie, point d'interrogation. On vit ensemble, point de suspension. On se sépare, point final. Oh oui. Tout simplement. Bah oui. Hein, c'est pas très compliqué. C'est Sarah qui nous rejoint. Bonjour Sarah. Oui, bonjour Catherine. Bonjour. Oui, voilà. Votre émission me parle énormément parce qu'en ce moment, je traverse, on va dire, une période très très difficile. Et Oui. au niveau des émotions, j'essaye en fait de les contrôler parce que monsieur me dit que je suis un peu folle d'aller voir un psychiatre, mais je pense pas avoir besoin d'un psychiatre. Donc je rejoins à peu près ce qu'a dit madame qui était auparavant, Laura, c'est-à-dire d'avoir cette colère-là, d'avoir cette tristesse. Oui. Et lorsque je remonte auparavant, il fut un temps, je ne retrouve pas quelle est la cause exacte de cette peur, parce que c'est bien ça, hein. Oui. La peur. Mais est-ce que c'est depuis que vous êtes avec ce compagnon que vous ressentez ça? Non, pas depuis, en fait. C'est ça qui est bizarre, parce qu'on est là ensemble, ça fait 9 ans. Bientôt 9 ans, c'est ça. Hein. Mais j'ai commencé à les ressentir il y a 3 ans, à peu près. Je ne sais pas, est-ce que je venais d'accoucher? Enfin, peut-être l'accouchement, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. C'est pas anodin de devenir mère. C'est ça. Ça a fait bouger les lignes, si je puis dire. Les lignes du couple. Et les lignes du couple, absolument. C'est ça. Donc, pour moi, je ne sais plus. Depuis 3 ans, je n'y arrive plus à faire comme si de rien n'était. De ces émotions-là. Donc voilà, tout simplement. C'est ça. Je pense pas que vous ayez besoin d'aller voir un psychiatre, mais je pense que vous avez besoin de parler avec quelqu'un pour peut-être mettre un peu à plat ce que vous ressentez. Parce que là, visiblement, vous ressentez des choses sans comprendre ce que vous ressentez. Si je peux me permettre de faire une interprétation rapide. Hein. Oui, en fait, vous avez raison. C'est vrai. En fait, si on va piocher un peu plus, oui, il va y avoir quand même pas mal de choses, je pense. Mais au niveau de mon couple, c'est-à-dire au niveau du foyer, j'essaye de maîtriser tout ça. Mais on maîtrise pas nos émotions, Sarah. Mais c'est ça. Pourquoi il me dit folle? Voilà, c'est parce que je l'essaye de les maîtriser 2, 3 jours, 4 jours. Oui. Et voilà, ça recommence. Oui. Donc ça revient. Donc je me dis, je sais pas, est-ce qu'il faudrait faire du sport, peut-être. Enfin voilà, j'essaie de trouver des solutions, mais lui m'a donné 3 numéros de psychiatre. Donc et je les ai pas appelés parce que je sais très bien c'est pas de ce dont j'ai besoin. Non, ça, à mon avis, c'est pas d'un psychiatre dont vous avez besoin, mais vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à comprendre ce que vous ressentez. Pourquoi vous mettez 3 jours avant d'exploser? Pourquoi dès le début, déjà? Ça, c'est le premier conseil, je crois, qu'on peut vous donner. Dès le premier jour, il faut exprimer quelque chose.
En fait, c'est que j'exprime peut-être parce que aussi il faut dire monsieur travaille énormément. Enfin voilà, c'est que j'essaie pas de trop lui rajouter. J'essaie de comprendre. Et à un moment, je ne comprends plus parce que je veux cette compréhension et cette écoute. Quand vous avez parlé de l'écoute, je ne me sens pas non plus écoutée. Je pense que depuis que vous êtes devenue mère, vous vous sentez seule. Oui, voilà. Tout à fait. Il me dit, écoute, tu peux pas rester là. Je suis pas une tour Eiffel ou un monument pour que tu puisses me voir toute la journée. Et je trouvais un peu culotté de dire ça. Mais bon, après, je me suis dit, il faudrait quand même que je me calme et d'arrêter de me prendre la tête et d'aller voir un peu. Non, mais vous avez sans doute besoin de trouver des gens avec qui vous pouvez un peu exprimer. Sans doute que vous vous sentez très très seul, un peu isolé avec peut-être votre enfant et pas du tout comprise ni écoutée par votre conjoint. Donc là, il y a un manque de reconnaissance. En fait, un manque de reconnaissance, et il faut bien savoir que la maternité, les 9 mois, puis les premiers temps de l'enfant, nécessite depuis la nuit des temps un environnement apaisé, un environnement soutenant, un environnement, maternant. Non seulement parce que vous-même avez votre propre bébé, mais ça réveille aussi inévitablement chez la mère toutes les valeurs et toute l'importance de cette sécurité, pas simplement une sécurité affective, une sécurité très ontologique, très, très initiale, avec une fonction maternelle qui est naturellement réveillée et tout à fait essentielle. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément évoqué dans une culture comme la nôtre, qui est très organisée, très fonctionnelle. C'est l'enfant arrive, puis après on lui trouve une nounou, une crèche, sinon tout ça est très opérationnel et ça a son importance, mais on oublie tout ce qui est mobilisé émotionnellement dans le corps et l'esprit d'une jeune maman. Et que si vous attendez de votre compagnon, du papa, cette fonction de réassurance, cette fonction maternante, vous allez inévitablement développer en vous un sentiment de frustration, de de lui en vouloir, et lui ne comprend pas. Oui. Donc tournez-vous vers les personnes qui sont susceptibles, non pas des psychiatres, mais des personnes susceptibles d'écouter ce qui se vit en vous dans le bouleversement de votre vie de maman. Et donc c'est essentiel. Parce que... Oui, et puis peut-être que vous avez des amis, Sarah ? Oui, bien sûr, parce que j'ai décidé aussi... Parce que peut-être qu'il faut voir un peu plus vos amis, échanger entre vous, pour vider un peu votre sac. Oui, tout à fait. C'est parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps parce que je travaille beaucoup. Et là, on va dire, depuis quelques temps, j'ai décidé de m'occuper de mon bébé. C'est-à-dire d'arrêter de rentrer à 19h, 20h tous les jours et de pas les voir et de les chercher à la crèche, par exemple. Donc c'est une décision qui était prise que par moi. Bon, bien sûr, j'ai bien pris son avis en compte, mais voilà, c'est une décision qui me troquait le cerveau. Je me dis non, c'est pas possible de courir, de pas voir mes enfants, de rentrer tard, de se précipiter pour les faire dormir, pour les faire manger. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire ? Oui, beaucoup de choses. Vous vous rendez compte que vous avez fait l'impasse sur votre besoin de vous occuper de votre enfant pour pouvoir travailler ? Mais vous vous êtes fait un mal fou. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de ne plus de ne plus courir. C'est vrai que mon métier me plaît énormément, mais il y a des choix à faire. Et oui. Oui. Et aujourd'hui, je suis très fière de m'occuper de mon bébé, de mes deux enfants. Parce que ça, on ne le rattrapera jamais. En fait, c'est ça. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre au monsieur. Mais en fait, oui, tu reprends. C'est des petits commentaires qui font que ça culpabilise. Comme il m'a dit le monsieur, il y a toujours une forme de culpabilité quelque part. Et je me dis, est-ce que j'ai bien fait ? Il n'y a pas un mot de sécurité. Voilà. Maintenant, tu as bien fait.
tu sais, t'inquiète pas, enfin, des choses comme ça. Ce que nous disons avec Brigitte, c'est la tentation tellement courante d'aller chercher à l'extérieur, auprès de son compagnon ou de sa compagne, des facteurs pour nous rassurer, des paroles, des gestes, pour nous confirmer dans le fait que nous faisons le bon choix, ou pour nous rassurer, ce qui est la fonction maternelle, tout à fait. Enfin, c'est une belle fonction, hein, c'est tout à fait nécessaire. Sauf que la chercher à l'extérieur, plutôt que de vous fonder sur c'est mon désir, c'est mon choix, c'est tellement important pour moi, j'ai ça, je porte ça profondément, donc je l'assume et je l'affirme. Je le reconnais. Oui. Si vous allez chercher dans le retour de votre compagnon, vous risquez de ne pas le recevoir, non pas parce qu'il est contre, mais parce que lui ne peut pas le comprendre de l'intérieur. Oui, lui, ça perd et il n'a pas le même ressenti. Moi, je pense, Sarah, vous avez vraiment peut-être intérêt, de manière assez rapide, me semble-t-il, prendre deux, trois séances avec un psychothérapeute pour bien comprendre où vous en êtes et aller au plus clair de vos vrais désirs. Hein. Je pense que vous en êtes tout à fait capable et à ce moment-là, ça va vous apaiser et ça apaisera le couple. Hein. Parce que c'est pas lui votre thérapeute, il peut pas être votre thérapeute. Hein. Oui. Et vous avez besoin de vous repositionner et vous avez voulu être un petit soldat, mais c'est. Oui. On n'est pas des petits soldats. On n'est pas des petits soldats. Non. Ça marche. Merci Sarah, merci beaucoup. On fait une petite pause et on va revenir sur quelque chose qui est essentiel. On va parler de la respiration avec Pierre, justement. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Catherine Emlé-Périssol. On parle de nos émotions et de leur importance sur notre santé, sur notre bien-être. Merci Pierre de réagir justement. Je crois que vous travaillez beaucoup sur votre souffle. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Catherine. Bonjour. Oui, la meilleure chose que j'arrive à faire pour contrôler mes émotions, c'est donc le souffle en 3 temps ou en 4 temps, donc une inspiration de 4 ou 5 secondes, un blocage de 4 ou 5 secondes, une expiration de 4 ou 5 secondes, et ainsi de suite. Je pense que c'est ce qui va le mieux pour moi pour contrôler mes émotions. Contrôler. On revient encore à un mot qu'on ne veut pas entendre. Oui. Il y a 2 éléments. Il y a effectivement les manifestations physiques avec les manifestations cardiaques et les manifestations respiratoires, y compris au niveau du diaphragme, etc., qui participent aux manifestations émotionnelles dans leur expression physiologique. On sait qu'il y a des théories sur l'usage de la manifestation du nerf vague, enfin des choses comme ça, et qui témoignent de ce qui se joue physiologiquement dans le corps quand il y a ces informations émotionnelles et ces coups de calgon, si je puis dire. Et ça, c'est un point important, et vous avez tout à fait raison, c'est une façon de réguler le système nerveux et le système émotionnel. Puis il y a le deuxième temps, si je puis dire, c'est qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que j'ai à comprendre de la manifestation émotionnelle. Donc c'est sur 2 niveaux que ça peut se jouer. Alors c'est formidable de le canaliser, justement le système émotionnel. En revanche, il faut quand même comprendre ce qu'il vous a donné comme information. Oui, ça me... je vais pas dire bloquer, mais comme on dit, ça me régule mes émotions. Oui, alors, très bien. La chose, c'est que je suis quelqu'un d'hyper émotif. Je m'en suis aperçu à la naissance de mes enfants, en fait. Oui. Avant, je l'avais pas vraiment, mais à la naissance de mes enfants, ça a changé. Mais c'est super, c'est bien, ça a ouvert, ça vous a ouvert le cœur, au fond, on pourrait dire ça. Oui, mais ce qu'il y a eu, c'est que j'ai perdu des femmes à cause de ça. Je pense aussi, c'est que voilà. C'est-à-dire
Je pense que certaines femmes trouvent que je suis trop émotif. Alors, je veux dire, il n'y a pas de souci, hein, je reste un homme. Je veux dire, je sais me défendre, tout, mais voilà, s'il se passe quelque chose dans le couple, j'ai du mal à tenir. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez tenir ? Ça vous arrive de pleurer, c'est ça, devant une femme ? Voilà, les émotions sont très fortes. Bah, écoutez, si vous avez perdu ces femmes-là, c'est pas très grave, hein. Malheureusement, pour moi, si. Oui, non, mais j'entends bien, mais je veux dire, une femme qui n'est pas capable d'accueillir un homme qui est hypersensible, hein, pour prendre l'expression qui est adéquate, bah, c'est qu'elle a tellement besoin qu'on s'intéresse à elle et qu'on s'occupe d'elle que c'est pour ça qu'elle l'a pas supporté. Mais ça veut dire qu'elle avait un travail sérieux à faire sur elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, encore une fois, je schématise, hein, avec ce que vous me dites, mais normalement, si on est bien, si on est équilibré, on accueille l'autre dans son hypersensibilité. Oui, c'est quelqu'un qui avait également beaucoup souffert juste avant qu'on se rencontre. Et je pense qu'elle n'a pas tenu, quoi. Elle n'a pas tenu. Oui, ça l'a renvoyé sans doute à sa souffrance, alors elle comptait sur vous pour la sauver. Voilà. Je pense. C'est exactement ça. Oui, je pense. Non, mais c'est exactement ça. Oui. Exactement ça. Oui, donc vous n'étiez pas son sauveur, hein. Au départ, ce qui l'a attiré chez vous, c'est justement votre hypersensibilité, parce qu'elle s'est dit, au moins lui, il va me comprendre, puisqu'il est très sensible. Il va me sauver, et puis elle s'est rendue compte que non, vous n'êtes pas un sauveur, justement parce que vous laissez beaucoup vos émotions apparaître, et alors qu'elle comptait sur un pilier solide pour se reposer, mais elle avait fait un mauvais choix. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'elle est passée d'un PN à un hypersensible. C'est les opposés. Oui, mais enfin bon, elle a un travail à faire sur elle, et puis c'est tout. Mais encore une fois, je peux comprendre que vous ayez souffert qu'elle vous quitte, hein. C'est pas. Je ne néglige pas votre souffrance, je l'entends. Mais en même temps, c'était pas. Vous n'avez pas non plus besoin, dans ce que vous nous dites, d'une femme qui a besoin d'être sauvée. C'est pas. Ah non, c'était pas ça, mais la relation était vraiment parfaite pendant 4 mois, et puis du jour au lendemain... Ah bah oui, il était amoureux. Voilà. Oui. C'est tout à fait ça. Tant qu'on a les lunettes roses, ça va bien. Eh oui. Non, mais votre hypersensibilité, visiblement, vous la gérez bien. Mais c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'il faut bloquer. Au contraire, plus vous allez intégrer votre hypersensibilité, plus ça va développer d'abord une bonne intuition, parce que les hypersensibles qui acceptent, hein, parce que quand on n'accepte pas son hypersensibilité, on est très malheureux. Mais une fois qu'on l'accepte, ça développe l'intuition, ensuite ça va développer certainement l'empathie. Oui, ça c'est déjà fait. Et vous aurez des relations très chouette avec les gens, parce que plus on est hypersensible, plus on ressent sans être envahi, une fois qu'on a, hein, je dis bien, une fois qu'on a réglé son propre hypersensibilité, plus on peut accueillir la sensibilité des autres, puisqu'on a, si je puis dire, on est plus haut dans la compréhension de la sensibilité. Je pense même que le côté hyper de la sensibilité est précisément cette tentation d'aller si ce n'est sauver, en tout cas d'être poreux par rapport à l'émotivité de son environnement, et notamment son environnement affectif, et que quand on arrive non seulement à accepter son hypersensibilité, mais à entendre la sensibilité qu'il y a au cœur de cette hypersensibilité, et de la considérer comme la voix du cœur, la voix de l'intuition et la voix du cœur, tout ça peut se réguler. C'est-à-dire l'hypersensibilité, c'est pas. Il y a des éléments à écouter, à prendre en considération dans le côté hyper de la sensibilité. Et très souvent, ce côté hyper est orienté, ou en tout cas est mieux compris quand on voit à quel point il y a un focus sur l'environnement
auxquels on prête une attention qui est même parfois excessive, dans faire en sorte que tout se passe bien, par exemple. Oui, c'est ça. C'est toujours faire pour que tout aille bien. C'est ça. Oui, mais ça... Que ce soit pour les enfants ou pour votre compagne. Pour tout le monde, c'est ça. Le souci, c'est qu'on s'oublie soi-même parce que c'est on fait la tout conséquence. Et cet oubli de soi favorise l'hypersensibilité, comme si le corps-esprit tentait de vous rappeler à vous-même la personne que vous êtes, et donc à cesser de vous oublier au profit de la relation. Et dans la relation, l'autre est autre, et il a son propre chemin aussi à parcourir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sauver l'autre, il faut aider l'autre quand il... non, il faut se construire. Mais quand je dis se sauver, c'est oui. Non, mais c'est important. C'est-à-dire que vous avez certainement une envie d'aider les autres, mais il faut les aider quand ils vous le demandent, pas vouloir les sauver. Vous voyez la différence? Oui, bien sûr. Oui. C'est une différence qui est fondamentale, parce que vouloir sauver l'autre, c'est comme je dis souvent, c'est à chacun de ranger son bordel. Hein. On range pas le bordel de l'autre. Hein. Sinon, vous n'aurez jamais fini. Hein. Vous comprenez la différence? Oui, c'est... Autant avec vos enfants, bien sûr, vous pouvez être présent autant que vous voulez. Il y a pas de limite. Mais avec une femme, il faut pas vouloir la sauver. Il faut être là, l'aider si elle vous le demande, mais c'est tout, quoi. Sinon, vous allez retomber sur des femmes qui vont vouloir être sauvées et qui, à un moment donné, vont vous rejeter. Et avec les enfants, cette présence, elle évolue aussi dans le temps. Quand ils vont grandir, oui. Quand ils vont grandir, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les crises de l'adolescence sont d'autant plus violentes que les parents sont tentés de prolonger une sorte d'infantilisation dans le temps. Or, l'enfant, non seulement il n'a pas besoin d'être sauvé, mais il a besoin de trouver sa propre voie. Et donc, c'est aux parents d'entendre cette aspiration et de faire aussi des pas de côté. Voilà. En tout cas, merci Pierre, et vous avez en effet trouvé la solution pour réguler quand ça déborde un peu. On fait une petite pause, on va retrouver Arnaud qui va parler de philosophie qui aide justement à se connaître, et dans le sexe au conseil, je vais faire une petite carte orgasmique féminine. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, Catherine aime les périssoles, on fait un peu de géographie, on va parler de la carte orgasmique féminine. C'est vrai que les femmes, on a l'impression comme ça à croire qu'elles réagissent toutes de la même manière. Non, chaque femme a une sensibilité différente, et donc il y en a qui vont être particulièrement sensibles évidemment au niveau du clitoris, ça je vous apprends rien, mais il y a d'autres points qu'il faut évidemment parfois découvrir, notamment le point G, mais il y a quelque chose dont on parle peu, et j'avais envie d'y revenir, c'est le fameux col de l'utérus, et c'est important de savoir si c'est une femme par exemple qui est sensible du col de l'utérus, c'est parce que ça lui fait mal ou parce que ça lui donne des orgasmes, et c'est pas du tout évidemment la même chose, parce qu'il y a des femmes qui ont des orgasmes justement parce que on stimule le col de l'utérus, et c'est important d'ailleurs parce que quand il y a ablation de l'utérus, si c'est le cas, eh bien il faut que la femme le précise bien, qu'on lui laisse son col, hein, parce que sinon sa sexualité va en pâtir. Et généralement ces femmes-là sont des femmes évidemment qui aiment énormément la pénétration vaginale et qui aiment des hommes puissants, et on peut tout à fait le comprendre. Alors qu'il y a des femmes, au contraire, quand ça tape fort au loin, ça fait mal. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel dont je trouve qu'on parle très peu. Et c'est pour ça que j'avais envie de revenir là-dessus. Et puis ensuite, il y a des zones érogènes chez les femmes qui sont très différentes. Il y a des femmes qui se pâment quand on leur embrasse les tétons. Il y en a même qui arrivent à jouir avec ce baiser sur le téton. Et puis il y en a d'autres qui ne supportent pas, notamment par exemple quand elles allaitent ou quand elles ont allaité. Donc ça, c'est pareil, il faut demander. Et puis il y a d'autres parties qui parfois sont tout à fait
érogènes. Ça peut être les oreilles, ça peut être les creux. On sait que les creux du coude, le creux du genou. Et puis il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, je trouve, et c'est les pieds. Je trouve que le pied, et c'est pareil pour les hommes d'ailleurs, la plante des pieds est quelque chose de particulièrement érogène, et c'est une belle manière, je trouve, de temps en temps de s'occuper de son partenaire ou de sa partenaire sans forcément aller directement à l'acte sexuel. Oui, c'est vrai, mais les pieds, alors après il y a une connaissance même des zones. Oui, absolument, absolument. Il y a une sensibilité particulière sur c'est quand même la zone sur laquelle nous sommes sur le sol. Exactement. Donc, n'oubliez pas, tout le corps peut être érogène. Et puis, il vous reste quelques minutes pour gagner ce masturbateur F2S de la marque Lelo, qui se connecte avec l'application Lelo et qui est donc un masturbateur pour hommes. Si vous avez envie de le gagner, vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Bonjour Arnaud. Bonjour Catherine, bonjour Brigitte. Bonjour. Oui, pourquoi pas parler un peu de philosophie quand on parle des émotions, quand on parle de quelque chose, pour toute autre chose d'ailleurs, mais je trouve que c'est un bon élément. En tout cas, moi, je trouve qu'il me sert beaucoup. Il m'a servi et il me sert encore, parce que je pense que, notamment, je pense au stoïcisme qui évoque un peu les émotions et comment aussi ne pas y être trop sensible. Je pense que c'est compliqué de se détacher complètement des émotions. Par contre, on peut les nommer, on peut les comprendre, on peut les sentir. Et je pense que c'est en ça où le fait de les nommer et de les comprendre permet de mieux les gérer, quoi. Donc vous aimez plutôt les stoïciens? Alors, ma petite préférence, c'est les épicuriens, mais je dirais que... C'est pas pareil, on est déjà... Non, alors, mais si on me demande, moi, quelle philosophie je préfère, je trouve que la philosophie épicurienne est beaucoup plus... me correspond beaucoup plus, et j'y trouve beaucoup plus de sens. D'ailleurs, la philosophie épicurienne n'est pas le fait de profiter ou des plaisirs charnels, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, à mon sens. Mais oui, vous avez raison. Vous avez raison. On n'est pas du tout dans on n'est pas dans la jouissance absolue du tout. Mais Carpe diem n'est pas rattaché à Épicure lui-même, quoi. Enfin, voilà. Mais voilà. Mais en tout cas, je trouve que la philosophie, c'est permettre de comprendre, c'est permettre de travailler sur soi aussi, et d'avoir un bon rapport déjà avec soi et après avec les autres, quoi. Donc je dirais que le but étant de cheminer intérieurement et d'essayer de se comprendre et comprendre les autres, voilà. Là où je vous rejoins complètement, c'est philosopher, c'est l'art aussi de poser des questions. Bien sûr. C'est-à-dire déjà de faire face et de questionner. Et donc, c'est d'ouvrir son attention à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit là, en moi et dans la relation à l'autre et au monde. Donc, pendant longtemps, avant que la psychologie ne prenne toute la place qu'elle occupe, depuis plus de 100 ans, c'était la philosophie. C'était par la philosophie qu'on pouvait accéder à un questionnement et à une réflexion sur ce qui nous anime. Et donc, ça a eu toute sa place. Et je pense que ça a encore beaucoup, beaucoup sa place aujourd'hui. Et il n'y a pas très longtemps, pour partager ça, j'ai relu les lettres de Lucilius, de Sénèque. Justement, il y a matière à penser, et c'est pour ça que moi je vous rejoins vraiment dans cette proposition, c'est-à-dire le fait d'oser penser ce qui nous anime peut avoir une dimension très libératrice et je pense aidante par rapport à la relation, c'est-à-dire que la philosophie nous ouvre dans l'écoute de ce que l'autre nous donne à entendre, nous donne à voir.
Et en même temps, on a beaucoup de couleurs différentes en philosophie. Hein. Ouais. On peut aimer Kant comme on peut aimer Spinoza. Ça n'a rien à voir. On ne découvrira pas les mêmes choses. Ce qui montre aussi toute la diversité de l'être humain. Et en même temps, et c'est ce que je trouve aussi assez intéressant à la philosophie, même si j'ai pas énormément lu de philosophes, mais j'ai évidemment étudié les différents courants, c'est que l'homme ne change pas, quoi. C'est ça. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que je trouve étonnant qu'aujourd'hui, on y marcher sur la Lune et qu'on n'ait toujours pas complètement assimilé ce qu'est un homme. Ou enfin, un être humain, pardon, Il y a un peu cette pensée un peu qui peut paraître consternante, mais quand on lit Socrate, ça a 2000 ans et c'est criant de vérité encore. Mais bien sûr, évidemment. Donc oui, on voit qu'on ne connaît toujours pas, qu'il y a des concepts qui ont été établis, et puis pour autant, est-ce qu'on est sorti d'affaire ? On ne sait pas trop, quoi. Peut-être que l'apport qui aurait pu nous aider à mieux comprendre l'être humain et qui est très rejeté aujourd'hui, c'est la notion de l'inconscient. Que quand même Freud a apporté et que la psychanalyse a apporté. Mais aujourd'hui, on veut du réel et forcément, tant qu'on veut rester dans le réel, on ignore la part inconsciente de l'homme qui est quand même la part de l'iceberg. C'est la part de l'iceberg, c'est justement ce qui nous invite à nous ouvrir, à ouvrir notre curiosité, à ouvrir le questionnement, à écouter. Et alors que dans notre culture, la tentation est très forte de trouver des réponses satisfaisantes à court terme. Et donc de prendre un médicament plutôt que de comprendre l'émotion qui nous a provoqué cet ulcère ou je ne sais quel autre, ou cette migraine. Absolument. Et pourtant, à écouter des adolescents qui sont arrivés en terminale et ont découvert ce champ que représente la philosophie, c'est toujours très intéressant d'écouter comment ils peuvent tout d'un coup entendre qu'il y a toute une dimension à laquelle ils n'avaient pas accédé. Alors ça ne dure qu'un an, hein, donc certains sont tellement marqués qu'ils vont après étudier la philo, ou peut-être plus tard, parce que il me semble qu'effectivement cette part à questionner, cette part de mystère, cette part d'inconscient, c'est un espace dans lequel nous pouvons projeter beaucoup, mais c'est un espace que nous, à travers le corps notamment, nous pouvons nous mettre à l'écoute justement de ce qui se révèle dans le corps et dans l'émotion. Et l'émotion est quand même une façon de révéler l'inconscient sans qu'on sache de quoi il s'agit. Donc c'est important d'entendre que nous pouvons apprendre les uns avec les autres à révéler ces parts inconscientes, ces parts inconnues, qui pourtant se manifestent à travers nos comportements et à travers nos émotions. Donc c'est formidable d'aller écouter ça. Oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Et puis en même temps, il y a ce truc aussi où on apprend et puis avec les connaissances, mais finalement aussi on se rend compte que il y a une part d'incertitude aussi, quoi. Et donc du coup ça remet un peu toujours, je dirais, au diapason ou à l'équilibre finalement un peu de toute chose, mais dans un cheminement nécessaire, finalement, on apprend, je dirais, soit un peu à lâcher prise, ou soit à connaître certaines choses pour pouvoir toujours être équilibré, je crois. Oui, vous avez fait certainement votre propre philosophie en prenant par-ci, par-là, des choses qui vous ont permis de vous éclairer, bien sûr. Ce qui est très touchant aussi aujourd'hui, c'est que les chercheurs, notamment les chercheurs en neurosciences, mais les chercheurs en physique, les chercheurs sont très souvent des personnalités qui sont allées aussi puiser dans la philosophie, de quoi alimenter leurs recherches et leurs connaissances. Et c'est passionnant de les écouter
évoquer comment la philosophie accompagne leur recherche. Alors en neurosciences, c'est manifeste, mais en physique aussi, c'est tout à fait manifeste. Et beaucoup racontent comment leurs recherches se fondent aussi, se nourrissent et s'interpénètrent avec la philosophie. Merci Arnaud de cet éclairage qui va peut-être donner certaines personnes qui nous écoutent l'envie d'aller puiser aussi dans la philosophie, la compréhension de soi. Merci Arnaud. On va se quitter un court instant et on va donner la parole à Jean-Louis qui a des disputes fréquentes dans son couple depuis qu'ils se connaissent et on va essayer de l'aider. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Catherine Emlé-Périssol est avec nous, médecin et psychothérapeute. On parle des émotions. Je vous conseille vraiment, si vous n'avez jamais lu de livre sur les émotions, de lire un livre de Catherine Emlé-Périssol parce que vous parlez vraiment très bien des émotions et d'une manière presque scientifique, ce qui est quand même pas simple, mais en effet, c'est quelque chose oui, c'est biologique. Nos émotions, elles se manifestent dans notre corps et donc il y a quelque chose de scientifique à en dire. Jean-Louis, merci d'être avec nous. Donc vous êtes en couple depuis peu de temps et vous vous disputez sans arrêt ? Oui, on est un couple depuis 6 mois qu'on se connaît. On s'est connus sur Internet. Moi, j'ai 80 ans. Elle a 79. Elle dit que depuis qu'elle est avec moi, elle n'a jamais connu ça. Elle a une libido très, très, très exacerbée. Et elle n'accepte pas que, par exemple, elle veut être toujours collée à moi. Dès que je veux aller faire une course, il faut qu'elle vienne avec moi. Elle est toujours... Et moi c'est lourd à porter, quoi. Oui. Mais vous avez réveillé... Vous avez réveillé la sorcière qu'il y avait dans cette femme, donc maintenant vous êtes prisonnier de... ça. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que je pense que c'est une femme qui découvre quelque chose très tard et qui donc n'a pas la capacité à se mettre à distance de vous. Au début, je pensais que c'était un peu la jalousie parce que, par exemple, on va faire les courses, on rencontre même un couple qui nous regarde, on se tient par la main, il nous sourit, je dis bonjour. Et là, crise de panique, elle dit c'est qui celle-là? Elle me fait une scène de jalousie. Oui, il y a quand même quelque chose qui déraille un peu là. Alors que je ne connais pas cette personne à qui j'ai dit bonjour. Moi, est-ce qu'elle est violente avec vous? Est-ce que ça lui est arrivé de vous bousculer Non, mais elle se met très en colère, quoi. Possessive. Elle est très possessive, c'est ça que vous voyez dans son comportement? Oui, très. Elle a vécu en couple? Oui, elle a vécu pendant 20 ans en couple, oui. Ah, et elle est veuve? Elle est veuve, oui. Oui, donc elle a peut-être un traumatisme. Elle est restée seule depuis son veuvage? Oui, 15 ans toute seule. Moi, je pense qu'elle a peut-être elle a peut-être mal vécu son veuvage et qu'elle a tellement peur de vous perdre qu'elle s'accroche à vous comme du lierre. Voilà, c'est ça, mais je voudrais quand même pouvoir aller faire mes courses tout seul, ou pas tout le temps, mais aller voir des amis. Oui, non, mais j'entends bien que ça vous étouffe et que c'est pas normal. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre en effet de la peur, mais d'une peur presque traumatique et complètement qu'elle n'arrive absolument pas à gérer. Exemple, on est dans une maison, je vais dans mon bureau, souvent la porte se ferme toute seule, et elle arrive, elle me dit pourquoi tu fermes la porte? Mais je pense que c'est important que pour arriver à en parler avec elle et parler de votre désir d'avoir un peu plus d'autonomie, tout simplement, et de liberté, que vous puissiez laisser de côté cette idée d'une jalousie au profit de probablement... est-ce que c'est à l'occasion de son veuvage? Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments? Vous ne pouvez pas savoir, et peut-être qu'elle-même n'en sait rien, mais de voir qu'en fait, elle est plus craintive, elle est plus dans l'appréhension de vous perdre. C'est de moi, là, je vous écoute. C'est ça. Voilà, c'est plus de la crainte que de la jalousie. Elle est en train d'écouter, Jean-Louis?
Elle est à côté de moi, oui, elle écoute. Oui, très bien, c'est parfait si elle écoute. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de se rassurer qui est plus important que l'idée qu'elle serait jalouse. Moi, je pense qu'il y a 2 choses que vous pouvez faire. Déjà, vous pouvez faire un acte symbolique. Vous fiancer. Je vous dis pas de l'épouser. Hein. Je vous dis juste de vous fiancer, ce qui va sécuriser le lien. Pour la Saint-Valentin, justement, je vais vous faire une belle bague. Parfait. Donc c'est parfait. Ça, déjà, ça peut la rassurer parce que ça va lui montrer que vous vous êtes engagé avec elle. Et puis ensuite, deuxième acte symbolique. Allez faire un bilan médical pour montrer que vous êtes en bonne santé et que vous ne risquez pas de partir au sens de la mort, hein, j'entends. Oui, pour que ça la rassure, parce que ce serait quand même pas de bol qu'elle soit veuve 2 fois de suite. Hein. Vous voyez, parce que c'est ça aussi, c'est une peur inconsciente, à mon avis, de vous perdre. Au contraire, j'ai une santé, je pourrais dire, je ne prends aucun médicament à 80 ans. Non, mais j'entends à votre voix que vous êtes en bonne santé, et mon intuition me dit qu'il n'y a aucun risque. Donc au moins 20 cachets par jour, mais elle se bourre de compléments alimentaires pour le calcium, pour le fer, je dis arrête de bouffer tous ces trucs médicaments. Non, mais laissez-la prendre ce qui la rassure, elle, pour se sentir en forme. Laissez-la libre. Et alors, la deuxième chose que vous pourriez faire, quand vous avez envie d'aller faire les courses seul, vous lui donnez un doudou, vous lui donnez quelque chose de vous qui fait que vous restez avec elle. Parfois, ça marche. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faudrait que ce soit tout le temps. Non, mais c'est ce que justement, c'est son rêve. Ça, c'est son rêve. Mais vous lui dites, écoute, je vais faire les courses, et vous lui donnez quelque chose qui vous appartient, un mouchoir, un foulard, une écharpe, un objet à vous, hein, que vous lui donnez au moment où vous partez tout seul, pour qu'elle puisse sentir que vous êtes encore là. Vous voulez que je vous la passe ? Comme ça, elle vous dit... si vous voulez, oui. Catherine. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu ce qu'on a dit, Catherine ? Oui, j'ai entendu, voilà, donc ça fait 6 mois qu'on se connaît, et donc je vis pour l'instant chez lui. Il a eu d'autres copines, je dors dans le lit des copines, Mais elles sont plus là, les copines. Ça me choque. Alors je lui ai demandé, je vous parle, moi je vous dis ce que je ressens. Bien sûr. J'ai dit, moi je voudrais bien que tu changes ça ou ça, pour que moi je puisse vivre dans des affaires. Parce que moi je vais quitter complètement ma maison. Oui, bien sûr, vous avez raison. Alors moi, je lui ai demandé de pas dormir dans le lit des autres copines, de faire des choses comme ça, et il me répond toujours non. Alors moi, quelque part... il nous a pas tout dit, hein, le coquin, hein. Donc, ce que vous souhaitez, c'est être dans un environnement dans lequel vous vous sentez chez vous. Voilà, moitié-moitié. Moitié-moitié. Voilà, partagé. D'accord. Mais donc, ce qui vous semble, c'est que c'est important d'être écouté dans cette demande dès lors que vous acceptez de vivre chez lui, que ce soit aussi chez vous, et de poser, faire des choix, d'amener des choses de chez vous, etc., pour que vous vous sentiez chez vous. Et donc ça, c'est important. C'est pour ça que des fois... Okay. Il comprend pas que je parte au quart de tour, quoi, que je dise quelque chose, quoi. Voilà. Moi, c'est moi. Je suis du Bélier. Je suis d'un tempérament de feu. Alors, moi, je suis quelqu'un qui est véridique, etc. Et donc, je lui ai demandé des choses. Il me dit non. Donc, alors, moi, ça me. Mais il vous dit pas non. Il dit pas non à tout. Alors lui, il parle de jalousie, de tout ça, mais moi je me dis qu'à mon âge, à 80 ans, on peut pas dire on vit chacun de notre côté, ou alors il fallait qu'on habite lui chez lui, moi chez moi, et qu'on se voit qu'à des moments privilégiés.
Moi, c'est mon point de vue. Et donc. Alors, moi, je pense que je vous dis ça à tous les deux, aussi bien à Jean-Louis qu'à vous, Catherine. Je pense qu'il serait intéressant quand même que vous mettiez bien clairement sur un bout de papier un contrat de votre couple pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas l'impression que c'est toujours l'autre qui dit non, etc., etc. Peut-être que vous pourriez faire ça devant une tierce personne. J'ai l'impression que là, il y a vraiment besoin de poser des règles très claires, parce que sinon vous risquez d'avoir en effet des disputes sans arrêt avec l'impression que c'est l'un qui cède plus que l'autre. C'est-à-dire que là, ce que vous faites, c'est que vous projetez... Voilà, puis moi je suis un petit peu fatiguée avec tout ça, je fais un peu de déprime, alors tout ça n'arrange rien, quoi. Bien sûr. Donc moi j'arrive à rester très 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 calme, mais comme tout à l'heure j'entendais, à un moment donné on garde, et puis on va dire vulgairement on pète les plombs, quoi. Voilà. C'est pour ça que la notion de contrat... C'est pour ça que la notion de contrat est importante, c'est-à-dire que ce soit pour aménager l'espace ou que ce soit pour aménager les activités, les désirs de chacun, c'est mieux d'en parler, parce que si vous n'en parlez pas, chacun projette sur l'autre qu'il l'empêche de vivre. Donc ça ne peut pas vous aider l'un l'autre. Donc un contrat de comment vous allez aménager l'endroit où vous allez vivre tous les deux, et puis un contrat sur les autorisations de sortie. Il faut, je crois vraiment, que vous soyez très rationnel, parce qu'on voit bien comment chacun part dans ses désirs et ses émotions. Donc un contrat très rationnel de comment vous allez envisager tous les deux votre vie, parce que vous vous êtes rencontrés, visiblement ça a l'air d'être bien entre vous, donc ce serait dommage de gâcher ça. Mais pour ne pas gâcher ça, je pense qu'il faut vraiment que vous mettiez noir sur blanc, et je dis bien un contrat écrit, parce que comme ça, quand il y aura une petite dispute, vous regarderez, et puis Jean-Louis vous dira si, regarde, tu m'as dit que j'avais le droit de sortir tous les samedis pour faire le marché, et puis vous pourrez lui dire non, regarde, j'avais dit qu'il fallait que les draps ce soient des draps nouveaux avec aucune femme qui a déjà dormi dedans. Enfin, je prends 2 exemples par rapport à ce que vous nous avez dit pour que tout le monde comprenne bien. Merci beaucoup tous les deux en tout cas, et moi je suis toujours ravie quand on a les 2 membres du couple, parce qu'on voit toujours bien que ce que nous dit l'un, c'est pas toujours la vérité. Chacun filtre. Eh oui, on filtre, mais c'est normal. En tout cas, notre gagnant aujourd'hui, c'est Bruno Vincent, qui habite en Normandie et qui a gagné donc ce masturbateur Lelo. Merci beaucoup Catherine Emlé-Périssol. Merci à toi. Et puis, je rappelle que vous pouvez lire la Bible des émotions, c'était aux éditions, je ne sais plus. Le Duc, merci. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Demain, on sera avec Philippe Arlin. On va revenir sur quelque chose qui est de plus en plus pratiqué, paraît-il, dans la sexualité. C'est l'anulingus. Donc, on va en parler, et puis on parlera de tout ce qui dérive de l'anulingus, évidemment, avec Philippe Arlin, qui est sexothérapeute.